Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le général Ahmed Gaïd Salah est décédé. Le vice-ministre de la Défense algérien est mort d'une crise cardiaque selon la présidence. Il était le véritable homme fort du pays depuis le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Fin du dialogue national inclusif au Mali. Les discussions se sont achevées ce 22 décembre sur 4 grandes résolutions, dont l'appel à l'organisation d'élections législatives avant mai 2020. Et le Niger recevait ce dimanche la visite du président français Emmanuel Macron, le chef de l'État français qui s'est incliné devant les sépultures des militaires tombés à Inates avant de s'entretenir avec son homologue, le président nigérien Mahamadou Issoufou. Mais tout d'abord, un mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne devait regagner Abidjan ce lundi. Mais son avion s'est finalement posé à Accra, au Ghana. L'autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, dans un communiqué, affirme qu'il ne s'agit pas d'une interdiction d'atterrir, mais d'une demande de Guillaume Soro. Le mandat qui le vise, émis par les autorités ivoiriennes, invoque la tentative de déstabilisation et le détournement de deniers publics. Guillaume Soro revenait d'une tournée en Europe d'où il avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Il était considéré comme le pilier du régime en Algérie. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major des armées et vice-ministre de la Défense, est décédé ce lundi. Il avait 79 ans. C'est lui qui avait arraché la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et supervisé la période de transition jusqu'à l'élection du nouveau chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Farma Mahoun. En Algérie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'ANP, Armée nationale populaire, est décédé lundi 23 décembre 2019 d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. La disparition brutale du patron de l'armée algérienne intervient 3 jours à peine après l'investiture du nouveau président Abdelmajid Tebboune. Suite au décès du Moudjahid, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, Abdelmajid Tebboune, a décrété un deuil national de 3 jours et de 7 jours pour l'institution de l'ANP. Le général Ahmed Gaïd Salah occupait une place prépondérante sur le devant de la scène politique de l'Algérie. Vice-ministre de la Défense nationale et fidèle à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, il devient par la suite son adversaire, le poussant à la démission pour des raisons de santé le 26 mars 2019. Le général Salah avait également fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Le chef d'état-major de l'armée était un homme considéré comme un nationaliste. Il a toujours défendu le projet de novembre, c'est-à-dire le projet de libération nationale, et prônait également, et cela a été visiblement bien entendu ces 10 derniers mois dans ses discours, Ahmed Gaïd Salah avait déclaré que le prochain président qui sera élu aura à répondre aux demandes de la rue, notamment en matière de réforme politique dans le pays. Suite au décès du général Ahmed Gaïd Salah, le général-major Saïd Tchengria, commandant des forces terrestres, a été nommé chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire, en remplacement de celui qui aura servi 62 ans durant l'armée algérienne. Le dialogue national s'est achevé au Mali. La cérémonie de clôture avait lieu ce 22 décembre en présence de plus de 3000 délégués. 4 résolutions fortes ont été formulées. Parmi elles, l'organisation d'un référendum constitutionnel et la tenue d'élections législatives avant mai 2020. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Mis en place le 25 juin pour consulter les Maliens sur les problèmes qui sont les leurs, le dialogue national inclusif entamait sa dernière phase du 14 au 22 décembre. Après une semaine de réflexion, 4 résolutions fortes ressortent des conclusions. L'organisation d'élections législatives avant mai 2020, l'organisation de référendums constitutionnels, le redéploiement des forces de sécurité sur tout le pays et la révision de certaines dispositions de l'accord de paix. Le peuple malien s'est imprégné de l'esprit du dialogue. Les résolutions et recommandations auxquelles nous avons abouti constitueront, nous en sommes sûrs, un référentiel pour nos gouvernants, tous nos gouvernants, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta salue le travail abattu par les triumvirats, constitués par Baba Akib Haïdara, médiateur de la République, Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, et Aminata Draman Traoré, ancienne ministre. Il est vrai, les choses ne se sont pas passées comme nous l'eussions souhaité. J'espère cependant qu'avec les conclusions issues du dialogue, les frustrations et les malentendus se dissiperont et que nous nous retrouverons tous bientôt pour mieux consolider la marche de notre bien commun, le Mali. Cependant, une écrasante majorité de l'opposition a boycotté la rencontre. Les conditions ne sont pas réunies pour la réussite du dialogue national selon Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition parlementaire. La grande surprise de la fin du dialogue, c'est la présence de l'ancien président Amadou Toumani Touré, salué par une standing ovation. Dans l'actualité également, le président français Emmanuel Macron était en visite ce dimanche au Niger, reçu par son homologue, le président nigérien Mahamadou Issoufou. Les deux chefs d'État ont abordé les questions liées à la force Barkhane et à la lutte contre le terrorisme. Le président français a d'ailleurs participé à une cérémonie en hommage aux militaires tués dans l'attaque d'Inates. Reportage de notre correspondant Sadouliz Mokhtar. En visite de quelques heures au Niger, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage aux 71 soldats nigériens tués dans l'attaque du 10 décembre à Inates, près de la frontière malienne. Au carré des martyrs, situé dans l'enceinte de la base aérienne 101 de Niamey, Emmanuel Macron, qui revenait d'une visite officielle de 2 jours en Côte d'Ivoire, s'est incliné devant les tombes des victimes du terrorisme. Rendre ici l'hommage que nous devons à nos morts, c'est reconnaître aussi l'importance d'un combat commun, la force de celui-ci, et comme vous venez de le faire, la détermination commune qui est la nôtre. Les semaines qui viennent sont absolument décisives pour le combat que nous menons contre le terrorisme. Nous avons eu des victoires, encore récemment, encore ces dernières heures, et nous continuerons d'en avoir. Mais nous sommes à un tournant de cette guerre. Il nous faut en reclarifier le cadre, les termes et en redéfinir plus clairement les objectifs. L'attaque du camp militaire d'Inates est la plus meurtrière depuis 2015 au Niger. Depuis plusieurs mois, le Sahel vit une véritable intensification du conflit. Occasion pour le président Issoufou d'appeler une nouvelle fois à plus d'alliances militaires. Il faut que la communauté internationale soit plus solidaire vis-à-vis de notre combat ici au Sahel contre le terrorisme, parce que comme j'ai coutume de le dire, la sécurité est un bien public mondial. Donc le combat que nous menons ici au Sahel, nous le menons aussi pour l'Europe, nous le menons aussi pour le monde. Le président français et son homologue nigérien Issoufou Mahamadou ont également échangé sur les questions sécuritaires, en prélude au mini-sommet de Pau en France prévu le 13 janvier 2020. Une rencontre axée sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et qui va réunir les 5 présidents de la sous-région, à savoir le Niger, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Et avant de se rendre au Niger, le président français était en Côte d'Ivoire. Une visite qui s'est soldée par la signature de 4 accords bilatéraux entre les deux pays. Le premier étant le protocole additionnel du traité instituant un partenariat de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. La France et la Côte d'Ivoire ont signé 4 accords bilatéraux à Abidjan lors de la visite du président Macron dans le pays du 20 au 22 décembre 2019. Il s'agit du protocole de partenariat de défense entre les deux pays, la mise en œuvre et l'organisation de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, l'avant-projet du métro d'Abidjan et une convention de crédit de 100 millions d'euros pour le secteur de la santé. Je tiens à nouveau à vous réaffirmer la volonté de la Côte d'Ivoire de dynamiser davantage sa coopération avec la France. De 2012 à 2018, les deux pays ont signé 10 accords de coopération. Néanmoins, l'hégémonie de la France est menacée par d'autres puissances comme la Chine, la Russie et le Japon. Par exemple, la Chine détient désormais 21% de parts de marché dans le pays. Je comprends la fascination qu'on peut avoir pour certains qui arrivent les bras ouverts et vous disent « je vais régler tous vos problèmes avec beaucoup d'argent ». Et parfois d'ailleurs, on y va parce que c'est plus simple.
Mais ils ont la même hégémonie que nous avons eue il y a 40, 50, 60 ans. Moi, je note que beaucoup des pays que vous avez cités, qui peuvent être perçus mieux que nous ne le sommes, aucun de ces pays-là n'envoie ses soldats se faire tuer pour la sécurité des Africains. C'est la France qui le fait. En rappel, c'était le deuxième déplacement du président Macron en Côte d'Ivoire après le premier intervenu en 2017. Économie et lutte contre le terrorisme ont globalement dominé cette visite. Au Bénin, un nouveau parti politique est né, le MPL, le Mouvement populaire de libération. Il a été lancé le 21 décembre par l'activiste Sabi Sira Korogoné. Le congrès constitutif avait lieu avec une forte présence policière. Il faut dire que le leader du mouvement avait purgé une peine de 8 mois de prison pour incitation à la haine et rébellion. Reportage notre correspondant Lefti Ounou. Après 8 mois de prison, l'activiste Sabi Sira Korogoné lance son parti politique Mouvement populaire de libération MPL. Ce mouvement qui puise ses fondements des idéaux de base de l'initiative de Niki, créée le 9 septembre 2018, a été porté sous les fonds baptismaux au stade municipal de Savè, une commune située à plus de 200 km de Cotonou. Ce congrès constitutif du MPL s'est tenu malgré la présence de forces de l'ordre qui ont investi les lieux. Ils ont refusé que le balai sorte, le balai est sorti aujourd'hui. Nous ne ferons pas de saupoudrage. On va monter en puissance et créer les conditions pour une attenance. La crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois a engendré des violences post-électorales et des arrestations arbitraires, notamment des jeunes leaders d'opinion, selon Sabi Sira Korogoné. Quand on dit qu'il y a une mort, c'est les jeunes. Quand on dit qu'il y a arrestation, c'est les jeunes. Moi, j'en ai fait les frais déjà. Mais considérez que j'ai été en prison pour vous tous déjà. Aujourd'hui, nous allons commencer à balayer et le balai a deux explications. Premièrement, l'unité, parce que quand c'est un brindille, on le casse tout de suite. Deuxièmement, le balai, l'autre vertu du balai, c'est que ça rend propre. Nous avons l'obligation de rendre notre pays propre. À travers de nouvelles formes de lutte démocratique, le parti Mouvement populaire de libération entend œuvrer pour une alternance politique afin de restaurer les acquis démocratiques. Interpellé le 27 septembre 2018, est condamné le 2 octobre 2018 pour des faits d'incitation à la haine et à la rébellion diffusés sur les réseaux sociaux lors de la sortie politique d'un groupe de jeunes de 33 communes du septentrion à Niki. Sabi Sira Korogoné a recouvré sa liberté le 2 juin 2019. 500, c'est le nombre d'industries que compte la République démocratique du Congo. Elles étaient 9000 en 1960, un important recul que reconnaît le Premier ministre Sylvestre Ilunga, le chef du gouvernement qui a plaidé pour la promotion des jeunes innovateurs. Une solution insuffisante selon les experts qui préconisent eux un véritable plan national d'industrialisation. Nathalie Mo. Le tissu industriel de la République démocratique du Congo ne cesse de s'effiler. De 9000 industries en 1960, le nombre d'infrastructures industrielles est passé à 500 en 2019. En quête de l'émergence, la République démocratique du Congo ne peut se développer sans l'industrialisation. Mais les défis restent grands pour le secteur secondaire congolais. Il faut reconnaître que la République démocratique du Congo s'est désindustrialisée pendant les 60 dernières années d'indépendance. La première des choses, c'est que nous n'avons pas été en mesure de maintenir le secteur minier au plus haut niveau, d'autant plus que malgré la croissance des chiffres en termes de production, l'intégration a été complètement absente. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a préconisé la promotion de champions nationaux. Ainsi, il a annoncé un concours annuel financé par le Trésor public pour promouvoir les jeunes inventeurs et innovateurs congolais. Seulement, des experts présentent la mise en place d'un plan national d'industrialisation comme une solution plus durable. S'il y a un mot à passer au Premier ministre, c'est qu'avant de commencer un quelconque déploiement d'activités industrielles, il faut en avoir un plan. Notre plan stratégique d'industrialisation a comme levier la disponibilité du courant électrique. Et de là, nous devrons être en mesure de décider ce que nous faisons de notre bois, ce que nous faisons de notre forêt, ce que nous faisons des matières minérales. Le gouvernement veut placer la République démocratique du Congo dans le registre des grandes puissances technologiques et industrielles à l'horizon 2050. Pour l'heure, le secteur industriel représente juste 2% de l'activité économique du pays.
Et la Confédération africaine de football a dévoilé ce dimanche les 3 finalistes pour le titre de Ballon d'Or africain de l'année 2019. Il s'agit du Sénégalais Sadio Mané, de l'Égyptien Mohamed Salah, déjà lauréat du trophée en 2017 et 2018, et de l'Algérien Riyad Mahrez. Une sélection sans surprise, la distinction sera remise le 7 janvier 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.